pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Thierry, je suis membre du MSSO. C'est avec moi que vous aurez cette petite formation donc, sur les SMQ, ou en français les questions MEDRA normalisées. La formation va durer environ on va dire 2 bonnes heures. Elle sera beaucoup plus interactive que les autres fois. Je vais passer sur des slides assez rapidement au début et vous présenter les cas et être interactif avec le navigateur web du MSSO pour pouvoir vous montrer finalement comment vous pouvez, de votre côté, réaliser aussi ces SMQ. Donc, comme vous le savez, le webinaire est enregistré. Vous allez pouvoir le retrouver d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube du MSSO. Pour ceux qui auront assisté à toute la formation, ou en tout cas au moins à sa grande partie, mais bon, restez quand même jusqu'au bout, ça sera sympa. Vous recevrez également aussi un certificat qui sera également disponible d'ici quelques jours. Pour ceux qui ont déjà suivi les formations avec moi, ben, vous le savez que je ne suis pas seul pour vous présenter cette formation. Voilà, donc je suis aidé de Sarah qui est aux États-Unis. Donc c'est pour ça que régulièrement je m'adresserai à elle en anglais pour savoir si tout est OK au niveau de la logistique, ou si certaines petites questions émanant de votre part venaient à surgir. Si elle peut y répondre, elle le fera, ou sinon, bah, ça sera moi qui m'en chargerai avec grand plaisir. Sarah, I've introduced yourself. Could you just say a word or two in French? Bonjour. That's my word. Better nothing. So, ben merci Sarah. Ben voilà, nous allons pouvoir commencer. Je vous remercie en tout cas d'être présent. C'est la dernière formation du cycle de l'année. Et voilà, donc merci à vous en tout cas d'être présent. J'espère ne pas être trop répétitif parce qu'il y aura certaines personnes peut-être qui ont déjà assisté à des formations précédentes. Vous allez constater que certaines diapos sont communes. Donc voilà, donc il va falloir malheureusement tenir compte du fait que certains ont déjà suivi la formation, d'autres pas. Mais j'essaierai en tout cas d'être le plus bref possible sur les éléments qui sont trop répétitifs. Et bien voilà, nous allons pouvoir donc commencer. Alors bon, de nouveau, comme d'habitude, la petite page d'introduction, comme vous le savez, finalement, la terminologie MEDRA, parce que oui, c'est une terminologie, ce n'est pas un dictionnaire, parce que un dictionnaire nécessite une traduction. Ici, c'est un ensemble de termes qui sont mis à disposition pour vous permettre de coder. Et c'est sous l'égide du ICH, environ maintenant 25 ans déjà, que le MEDRA a été développé. Ça a pris un petit son essor, un franc succès, puisque maintenant nous sommes déjà plus de 140 pays qui ont rejoint la terminologie MEDRA et l'utilisent quotidiennement. Donc le ICH est propriétaire du MEDRA, mais il ne gère pas, et sa gestion quotidienne est réalisée par une société de droit privé qui est le MSSO, dont je fais partie. Et à ça, avec le temps, se sont rajoutés différents organismes, tant des autorités compétentes que des organismes du monde de l'industrie. Et puis maintenant, de nouveaux observateurs tels que l'Arabie Saoudite, la Chine et également aussi l'OMS pour ne citer que. L'information que je vais vous prodiguer aujourd'hui, comme vous le savez, est mise à votre disposition. Donc, vous aurez tout le loisir de la relire, éventuellement de la diffuser. Comme vous le savez, c'est une présentation sous licence publique, donc elle peut être en tout cas utilisée, mais c'est important de mentionner tout ce qui est copyright au niveau en tout cas du ICH et du MEDRA. Et si vous faites des modifications, et bien évidemment, soyez simplement clair qu'on puisse le distinguer très facilement. Alors finalement,
de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va faire un petit récapitulatif des points à considérer, mais les points à considérer liés à l'extraction et la présentation des données MEDRA, ce qui est tout à fait différent des fameux points considérés que vous connaissez pour la sélection des termes. Nous allons également aborder les différentes caractéristiques des SMQ, ainsi que nous allons parler de leur contexte, ce fameux contexte dans lequel ils ont été créés. Je vous ai une petite touche de rappel par rapport aussi aux versions et aux changements, parce que cela impacte grandement justement l'utilisation des SMQ et les résultats finaux. Et évidemment, il y a toujours des choses qui fonctionnent, il y a parfois aussi des limites à tout système mis en place pour vous aider, et le système de SMQ en fait partie. Alors, au cours de la présentation, comme je vous l'ai dit, ce sera un peu plus interactif que les autres fois. Je vais inclure donc des exemples. Je naviguerai directement au sein des outils MEDRA pour que vous ayez, on va dire, la possibilité de reproduire les exercices chez vous. Ce sera fait au niveau, en tout cas, de petites applications. On réalisera aussi, ça à la fin, ça on va dire peut-être plus pour le fun, des exemples de scénarios où des SMQ sont utilisés et vous montrer l'implication que cela aura pour un projet que d'avoir ou pas réalisé correctement sa sélection de SMQ. La possibilité évidemment de créer des requêtes qui sont, on va dire, plus personnalisées. Et comme toujours, à la fin, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Si en cours de route, évidemment, vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à m'interpeller. Je vois que nous sommes 25. 25, ce n'est pas encore... Enfin, 23. Nous ne sommes pas énormément, donc éventuellement, je vais peut-être... Sarah, can you please unmute the audience, please? So Yes, I'd they be happy can to. interact. OK. Thank you. So, j'ai demandé à Sarah de rebrancher vos micros. Comme ça, si vous avez des questions, ce sera aussi plus facile de les aborder directement. Mais simplement, soyez... voilà. Voilà. On ne va pas le faire dans le désordre, l'un après l'autre, et ça se passera super bien. Alors, pour ceux qui connaissent déjà la procédure, le côté interactif est lié aussi à certains petits quiz que je vais lancer au cours de la formation. Pour cela, il vous suffit simplement de prendre votre téléphone et de scanner le QR code qui vous donnera accès alors aux différentes petites questions que je vais vous poser en cours de session. Donc, n'hésitez pas à cliquer déjà maintenant dessus, puisqu'il y aura déjà une première question. Voilà, voilà. Ma première question, on va dire, c'est basique, c'est simplement pour se mettre un peu dans le bain. C'est, avez-vous déjà suivi le webinaire sur l'analyse des données et la création des requêtes? C'était le webinaire que j'ai donné la semaine dernière. Peut-être que d'autres l'ont suivi, d'autres pas encore, ou via le web. OK. Voilà, bon, je dirais qu'il y a environ peut-être un peu plus de 50% qui a déjà suivi la formation. Donc, tous les éléments que vous allez voir ne seront pas redondants pour une bonne partie d'entre vous. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons d'abord passer en revue quelques petits rappels qui sont un peu plus généraux sur l'analyse justement des données que l'on va coder avec MEDRA. Donc, les points à considérer pour l'extraction des données. Donc, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec ça parce que vous n'avez pas suivi soit le webinaire sur l'analyse des données,
ben, n'hésitez pas à aller le suivre sur la chaîne YouTube et il est enregistré en français, donc ce sera plus facile pour vous. Ou vous pouvez également le prendre comme livre de chevet. Je ne sais pas si c'est le plus palpitant, mais bon, il est quand même important à lire et de le parcourir tranquillement, on va dire, à votre aise pour que vous puissiez, on va dire, avoir toutes ces informations en tête parce que c'est quelque chose d'important. Ça paraît toujours, on va dire, inutile de rappeler qu'un bon coding est primordial. La plupart d'entre vous sont des codeurs, vous avez déjà une certaine expérience, vous faites votre boulot du mieux possible et avec toute la rigueur nécessaire. Et donc, vous savez pertinemment bien que c'est le principe de ce qu'on appelle le garbage in, garbage out, des données de qualité à la base, eh bien, vont permettre d'avoir un résultat de qualité et donc fiable. Donc, c'est important. Donc, n'hésitez pas à repasser ces documents en revue. Alors, quand on parle finalement de l'analyse, qu'est-ce qu'on entend exactement par analyse des données? Alors, dans le cadre notamment, par exemple, d'un essai clinique, c'est ces analyses stades des rapports que vous allez obtenir qui vont mettre en avant un profil de sécurité de votre médicament. Ça va vous permettre d'extraire un ensemble de données, de cas qui sont plus ou moins pertinents et qui vous vont mettre en avant ou pas peut-être certains problèmes, ou déjà vous peut-être titiller votre attention et vous dire ah, sur ce cas-là, je risque de devoir peut-être faire un petit peu plus attention et donc être la base de ce qu'on peut appeler le signal detection. C'est ce qui est déjà présent essentiellement en pharmacovigilance en post-marketing. On le fait déjà de manière un petit peu anticipée en essai clinique. Donc, de nouveau, vous avez tout ça au sein de ces documents. L'avantage, ce sont des documents qui ont été préparés par le ICH, donc qui sont tout à fait validés, qui sont conformes aux attentes des autorités, mais également qui répondent aux différents besoins des intervenants. Et comme je vous l'ai dit, c'est recommandé d'avoir quelque chose d'uniforme pour pouvoir travailler correctement vos données. Le document est facilement accessible. Pour ceux qui ne le savent pas, on peut aller directement donc, sur le site du MSSO MEDRA. Là, vous avez deux chemins d'accès, soit point considéré ou soit how to use support documentation. Point à considérer. Hop. Et là, dans notre cas, nous avons aussi la possibilité de choisir la langue, le français, et vous avez vos documents qui sont ainsi mis à disposition. La sélection des termes et ici donc les documents de référence pour l'extraction et la présentation des données. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le MSSO qui est en charge de la création de ces documents, c'est le ICH, c'est un groupe de travail qui est en charge, et ces points à considérer sont mis à jour chaque année. En mars, comme vous le savez, dans la release des nouvelles versions MEDRA, cela se passe 2 fois par an. En mars et en octobre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est qu'une seule fois par an ici, ce qui n'est pas très grave en soi, et que nous avons des versions qui sont à la fois dites entièrement traduites, ou certaines sont plutôt en version condensée, et en français, nous avons la chance d'avoir donc la version entièrement disponible en français. Je sais que la plupart d'entre vous vous travaillez en anglais souvent aussi ou conjointement anglais et français, mais comme pour une formation, c'est parfois plus facile de maîtriser toutes les subtilités, toutes les nuances grâce à des documents qui sont dans votre langue maternelle.
Donc, si je reprends un petit peu en détail, ce qu'on va essayer de retrouver au niveau de ces points à considérer dans le cadre de l'extraction et la présentation des données, ce sont avant tout des principes généraux. Alors, ces principes généraux vont simplement vous rappeler en fait quelle est l'importance, évidemment, de la qualité des données sources pour pouvoir analyser vos documents. Comme je vous l'ai dit, un document de mauvaise qualité, même à la base, un investigateur vous fournit quelque chose qui n'est pas fiable. De un, vous risquez peut-être de mal coder parce que l'information peut être erronée, pas suffisamment claire, et donc ça va induire finalement une cascade de mauvaise qualité des données. Donc, c'est de nouveau la qualité des données sources qui est importante. Pour ce qui est de la façon de travailler, vous avez évidemment pour la plupart votre système de base de données. Et vous avez votre propre moyen, votre propre façon de travailler. Et c'est très bien. La seule chose, c'est que n'oubliez jamais de documenter votre façon de travailler parce que vous n'êtes pas seul au sein de votre organisation. Il y a plusieurs personnes, il peut y avoir des remplacements, des absents. Il faut donc que la façon de travailler soit quelque chose qui soit documenté pour pouvoir être répété et donc assurer toujours cette cohérence. Et c'est quelque chose qui est évidemment fort apprécié des autorités en cas d'audit, ou même en tout cas d'un partenaire qui voudra s'assurer que la façon de travailler est clairement documentée. Et ça, notamment au travers de SOP ou de conventions, vous pouvez le faire. Qu'est-ce qu'on peut encore dire que on ne doit absolument pas changer MedRA dans sa structure. Alors, ça peut être très tentant de se dire, OK, on a un outil terminologique mis à notre disposition, nous avons des fichiers qui sont téléchargeables et nous avons en plus, par chance, une équipe informatique en interne qui va peut-être pouvoir nous adapter la structure pour que ce soit plus cohérent et facile d'utilisation. Je peux le comprendre, malheureusement, en faisant ça, vous risquez aussi de connaître peut-être certaines modifications qui vont se répercuter au sein de la structure générale de la terminologie qui a été mûrement réfléchie. Et donc là, vous risquez alors peut-être d'avoir des problèmes de lien entre un socle primaire ou secondaire qui va commencer à un petit peu cafouiller. Donc, évitez en tout cas toute modification inutile. Les changements de version, comme vous le savez, c'est quelque chose de super important. Tout dépend si vous êtes en post-marketing ou en essai clinique. Ça sera un petit peu, on va dire, différents paramètres qui vont être pris en compte pour décider si l'on fait un upgrade de dictionnaire et quand on le fait. Mais donc, c'est important de garder à l'œil la version de MedRA que vous utilisez parce que ça aura un impact sur vos SMQ et ça, on va revenir sur ça un petit peu plus tard. Il y aura aussi tout à l'heure une petite discussion sur tout ce qui est les questions, on va dire, plus standardisées au travers de recherches plus personnelles. Donc, vous avez aussi cette possibilité quand même de l'adapter au cas où. Donc, voilà. Alors, après ce petit rappel, ici, ça vous expliquer, pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai vu que certaines personnes n'étaient pas encore très familiers avec les SMQ, ou questions MedRA normalisées en français. Donc, il faut savoir en fait que les SMQ n'ont pas toujours existé tels qu'on les connaît et n'ont pas existé même, évidemment, tout court, il a fallu toujours un début. Au début, comme je vous l'ai dit, MedRA a été créé par le ICH et différentes autorités en vue de fournir une terminologie pour coder des termes, uniquement pour coder. Par après, on s'est rendu compte qu'il était devenu nécessaire de standardiser cette façon de travailler et les données pour que justement l'analyse de ces données puisse refléter correctement les paramètres de votre produit que vous mettiez à l'étude, par exemple.
si on recherchait, par exemple, sur une firme pharma, vous demandez un petit peu, ben voilà, on essaye de trouver quels étaient les effets secondaires les plus rencontrés, ou par exemple, les autorités, suite à cette liste d'effets secondaires qui ont été remis, voudraient investiguer un peu plus loin en me disant, tiens, ça m'interpelle un petit peu parce que là, peut-être que nous avons des cas de problèmes hépatiques. Est-ce que vous pourriez me sortir cette liste? Alors, cette liste, ben, c'était un petit peu souvent du bidouillage parce que ben, c'était recherché manuellement tous les cas possibles. En faisant ça, ben, on risquait peut-être de passer à côté de quelque chose. Donc, chacun construisait un petit peu son propre système, on va dire, de requête ou d'interrogation pour trouver les informations qui étaient nécessaires. Certains allaient rajouter certains socs, d'autres allaient les Αλλά και exclure. προσπάθησα να το κάνω και τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά επειδή δεν έκατσα παραπάνω και έκλεισα, δεν μου έδωσαν πιστοποιητικό. Pardon? Sorry? Τώρα που χωριέσαι 20 λεπτά, ελπίζω να μου δώσουν πιστοποιητικό. Αλλιώς το κάνω στα αιγυπτιακά. Δεν έχει άλλο. Sorry, I don't speak Spanish, so I don't know if it was a specific question or not in Spanish. I think it was a mistake. So, bon, pas de souci, on va continuer. Donc, comme je l'ai dit, ben, chacun essayait un petit peu de réaliser son propre système. Malheureusement, ben, c'était pas toujours très harmonisé. Donc, finalement, c'était sur une idée du Conseil international des sciences médicales qui essaie de lancer un premier système, on va dire, de standardisation de cette demande, concernant essentiellement, on va dire, les problèmes les plus fréquemment rencontrés en pharmacovigilance. Alors, ben, c'était quoi, par exemple, les problèmes hépatiques, les problèmes cutanés, des problèmes de néoplasme, etc. On va dire les grands concepts médicaux. Et de là, ben, on s'est dit, ben, tiens, ben, finalement, ce serait peut-être bien, puisque quelqu'un a lancé l'idée, de commencer aussi à standardiser ce process-là. Et donc, ben, les initiatives, à partir de là, ont commencé, on va dire, à se mettre en place. Et progressivement, d'autres organisations ont commencé à rejoindre le processus. Et à un moment, ben, on s'est dit, ben, il va falloir peut-être un petit peu fédérer tout cela parce que ben, on risque de nouveau de se retrouver avec quelque chose qui n'est plus très cohérent. Et là, ben, les requêtes que vous allez faire et qui étaient primordiales pour vous, de nouveau, ben, allaient être complètement anarchiques. Donc, c'est pour ça que ben, le MSSO a décidé aussi de créer ce système de SMQ. Et donc, finalement, ben, c'est seulement dans les années 2000 qu'on a commencé en collaboration donc, avec le SIMS, donc le Conseil international des sciences médicales, à réaliser ces SMQ. Et puis après, ça a été mis entièrement dans les mains du MSSO. Alors c'est très sympa de vous parler de SMQ, et voilà, vous avez peut-être déjà tous entendu parler de ce terme-là, mais dans les faits, qu'est-ce que c'est? Alors, on va essayer d'un petit peu être relativement simple et se dire que nous avons un ensemble de termes MEDRA qui sont codés sous forme de PT puis de LLT et qui donc vont appartenir à différents SOC. Et donc, on va déterminer finalement un domaine spécifique d'intérêt. Donc, si par exemple, on se dit, ben voilà, je cherche des atteintes plutôt, disons, je ne sais pas moi, liées à un problème anaphylactique ou une réaction allergique, ben, je vais essayer de trouver dans la base de données tous les termes qui vont pouvoir être en lien avec ce type d'événement, et ces événements vont pouvoir peut-être se trouver soit peut-être dans des PT qui sont codés sous le système respiratoire ou sur le système immunitaire ou sous le côté cutané. Donc en fait, c'est ce regroupement de concepts au travers de PT qui vont permettre de créer cette liste de concepts qu'on va appeler les SMQ.
Donc, c'est un petit peu ici ce que je viens de vous dire. En fait, quand on va créer justement cette fameuse liste de SMQ, ben, il faut essayer de penser un petit peu à tout. Donc, c'est-à-dire se dire que va devoir contenir cette liste. On va peut-être se dire, OK, il va falloir désigner des symptômes, on va peut-être mettre aussi des résultats d'investigation. Le problème, c'est lequel choisir. Et donc, les observations aussi, en fait, sont aussi importantes. Donc, à la fois, il nous faut être large, mais pas trop. Et donc, c'est un travail qui est assez compliqué parce qu'il ne faut pas à la fois en oublier et également éviter aussi d'en mettre trop. Mais donc, c'est vraiment tenir compte de, ce n'est pas se dire juste j'ai un effet secondaire, une réaction qui m'est rapportée, mais c'est se dire finalement quels sont peut-être soit l'ensemble de symptômes ou d'éléments appartenant parfois à des socs différents, mais qui sont représentatifs d'un concept médical plus grand que je veux justement mettre en avant au travers de ma recherche. Et donc, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a eu tout ça, ça nous permet d'identifier correctement notre cas, ou en tout cas au mieux. Alors, comment ça se produit? Comment généralement une requête est réalisée? D'un côté, finalement, nous avons une base de données qui va contenir un ensemble de cas. Alors, ce sont des cas qui peuvent venir soit d'une base d'essais cliniques ou d'une base de pharmacovigilance. Ces cas sont issus, donc sont des verbatims qui vont être codés sous forme de LLT. En parallèle de ça, nous avons donc notre système de requêtes. Et cette requête, elle est un SMQ, comme je vous l'ai dit, et ce SMQ donc, contient un ensemble de petits qui vont reprendre les différents concepts qui peuvent correspondre à cette requête SMQ que l'on attend. Pour faciliter le travail, on va dire, de vous, personnes de terrain, en contact avec la base de données, puisque les requêtes se font sur base de SMQ, il y a ce lien qui est fait également avec le LLT, de façon, on veut dire, à réussir quand même à associer à un moment ou à un autre notre requête avec les données présentes dans la base de données. Donc, quand on rajoute un LLT, il sera toujours associé à un PT. Vous n'aurez jamais un LLT qui va se balader tout seul. Alors, avant d'aller plus loin, la première question, c'est, hop, utilisez-vous justement ces fameux SMQ dans votre organisation? Alors, je me doute peut-être un peu de la réponse, étant donné que peut-être... OK. OK. Donc, s'il y a encore quelques personnes qui pouvaient répondre simplement pour avoir quelque chose de bien représentatif. OK. Donc, grosso modo, environ 50% ici d'entre vous utilisez régulièrement des SMQ. C'est déjà une bonne chose. Et j'espère en tout cas que je vais pouvoir ici vous apporter encore des éléments qui vont clarifier un peu la situation. Après, c'est bien de les utiliser, mais comment jugez-vous votre niveau de connaissance ou d'expertise de ces fameux SMQ? Alors, un, c'est pas beaucoup. OK. OK. Donc, voilà. Je dirais que c'est un peu finalement quelque chose d'assez standard. C'est un peu comme utiliser son ordinateur, un programme, Word, Excel et tout. On connaît, mais on ne maîtrise peut-être pas non plus toute la finesse et
et voilà, il y a peut-être certaines choses qu'on pourrait améliorer ou pas, mais globalement, c'est l'utiliser. Donc, ça, c'est bien. Et la dernière question, alors là, c'est un petit exercice que vous allez devoir écrire, désolé, c'est de savoir en fait quel est finalement l'usage que vous avez principalement de vos SMQ. Et c'est assez intéressant parce que finalement, ben, c'est ce que vous allez en faire. Ok, ben voilà, là, validation de signal. Requête pour des signaux. Ben voilà, finalement, ben, je dirais que dans ceux qui l'utilisent, la majorité d'entre vous ont tendance à l'utiliser justement pour le cas de signal detection. Et ça, c'est quelque chose qui ben, est très fréquent. Et je vous avoue que ben, moi, j'ai longtemps travaillé aussi dans l'industrie, tant dans les essais cliniques qu'en post-marketing. Et l'un des éléments intéressants que nous amenait justement ces SMQ, c'était au niveau des termes, on va dire, d'intérêt plus spécifiques. Et donc justement, ben, de peaufiner, d'avancer au niveau du signal detection. Ben, vous allez, c'est super de commencer dans Medra. On a tous commencé quelque part, donc voilà. Vous commencez sans doute pas par le côté le plus facile, le SMQ, mais c'est pas grave. Si vous maîtrisez ça, vous allez après vous en sortir facilement pour la suite, j'en suis convaincu. Alors, quand on réalise finalement ces SMQ, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les SMQ, comme je vous l'ai dit, ces mises à jour se font une fois par an. C'est ce qui se fait généralement au niveau d'une version dite plutôt majeure en 0.0. Et ce n'est pas comme des PT ou des LLT qui vont régulièrement être ajoutés, adaptés, parfois certains changements de hiérarchie. Non, le SMQ est beaucoup plus complexe puisqu'il contient justement des listes de PT pour créer des concepts médicaux. Donc, ces concepts SMQ, ces questions, ne sont pas non plus infinies. Et donc, la plupart d'entre elles ont déjà été posées, mises à disposition. Mais évidemment, ça évolue. Donc, il arrive évidemment que certaines requêtes soient faites peut-être pour en créer, pour peut-être les adapter. Et donc là, selon la pertinence, c'est mis en place et c'est finalement le MSSO en interne qui va trancher la question et qui va l'implémenter dans la version suivante en fonction évidemment de la pertinence et de la nécessité. On parle on va dire, il y a différents niveaux au niveau de ces SMQ. Et donc, au niveau de ce hiérarchique, finalement, on en a 110 qui sont à un niveau primaire et donc un peu plus de 200 au total. Et comme vous voyez, voilà, différents SMQ existent et parfois certains peuvent paraître excessivement peut-être précis, mais sont liés à des événements particuliers, comme par exemple un SMQ dédié au Covid-19. C'était un épisode mondial un petit peu particulier pour tout le monde, et donc évidemment, un SMQ spécifique a été créé à cette occasion. Alors, concernant justement ces caractéristiques des SMQ, on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, on a ce qu'on appelle une caractéristique en fonction de la portée. Il peut avoir des niveaux hiérarchiques, il peut avoir des empreintes algorithmiques. On a dit que l'importance de la version était à retenir, et le statut aussi des SMQ, un petit peu comme finalement dans
dans nos termes MEDRA que l'on va coder, vous avez des termes périmés, des termes donc qui ne sont plus d'application. Bien, au niveau des SMQ, on a également aussi des statuts périmés ou actifs, et donc il faut également en tenir compte. Alors, quand on construit, on va dire, nos requêtes à un niveau PT, comme on l'a dit, on va raisonner dans un contexte de concepts médicaux. C'est-à-dire que ce sont nos termes sous un niveau PT qui vont être utilisés, et on va devoir décider, finalement, est-ce que c'est plutôt tel et tel symptôme qu'on va prendre en considération, tel examen médical, telle caractéristique, est-ce qu'il y a une complication possible? Et donc, c'est toutes ces informations-là qui vont nous permettre, on va dire, d'établir notre concept au niveau du PT. Et donc, finalement, on a à chaque fois un PT un concept par PT. Quand on veut construire, comme on l'a dit, cette requête sous forme de SMQ, on va prendre tous les PT qui nous semblent intéressants, pertinents, pour pouvoir réaliser notre requête. Dans un deuxième temps, on peut, comme je vous l'ai dit, rajouter le LLT pour faciliter ce lien entre notre base de données et l'analyse finale. Alors, ce qu'on utilise ici comme terme, que vous voyez ici, qui est un petit peu un terme sauvage, un LLT hyponyme. L'hyponyme veut simplement dire qui se trouve en dessous. Donc, ce qui veut dire en fait que quand vous avez un LLT, ce LLT est toujours en lien avec un PT. Vous n'avez jamais un LLT qui va se balader tout seul dans la nature. Il sera toujours lié à un PT. Sans cela, vous ne savez pas à la fois faire son lien et donc l'inclure dans votre question. Ça, c'est quelque chose d'assez important à retenir. Donc, c'est au niveau des PT que sont construits votre sélection de termes pour réaliser votre SMQ. Alors, portée large, portée étroite. Alors, ça peut paraître un petit peu étrange à expliquer. Donc, la difficulté, comme on l'a déjà expliqué, c'est quand on construit justement une SMQ, c'est de trouver un équilibre entre une certaine spécificité, c'est-à-dire les cas qu'on va trouver assez pertinents, et une certaine sensibilité. Si on veut par exemple être très spécifique, c'est-à-dire qu'on va prendre uniquement les termes pour lesquels on est sûr à 100%, 200% qu'on veut voir listés apparaître. Mais en faisant ça, on risque évidemment de louper un certain nombre de termes. Et dans notre recherche, OK, on veut être spécifique, mais on ne veut peut-être pas l'être trop non plus. Donc, il va falloir jouer sur la sensibilité. Et cette sensibilité, c'est finalement l'ensemble des termes qui potentiellement sont pertinents pour mon sujet, pour mon concept. Et donc, en associant ces deux-là, on va permettre de jouer sur notre recherche et sur les données qui vont être extraites. Donc, si on a une portée étroite, on va être très restreint. Une portée large, on va ramener d'office plus de termes, mais on risque également aussi de ramener des termes qui sont complètement inutiles. Et donc, ça va faire un peu de bruit, de bordel de notre interrogation, et donc de brouiller complètement l'information. Donc, pour finalement essayer de faciliter votre travail, la façon dont les SMQ ont été construits, c'est un petit peu, je dirais, un processus de géométrie, on va dire, variable ou de choix. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de travailler avec une portée étroite, mais également d'y associer un certain nombre de termes à portée large et qui sont, on va dire, complémentaires et qui vont vous permettre d'augmenter votre sensibilité et de rechercher tous les cas qui sont à la fois pertinents et qui sont potentiellement en lien avec ce que vous cherchez. Donc, dans chaque requête que vous allez faire et que l'outil du MSSO va vous mettre à disposition, vous aurez la possibilité d'avoir une recherche à portée étroite ou une recherche à portée large pour justement,
que vous ayez aussi ce choix, vous, en fonction de ce que vous recherchez. Donc, c'est une erreur souvent que les gens font, donc dans la sélection, se dire, OK, soit portée large, soit portée étroite, donc ne prenez ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de règle, c'est en fonction de ce que vous devez étudier, évaluer. Et donc, quand on le prend, ben, dites-vous, je veux considérer une partie ou l'ensemble, mais soyez toujours dans cette vision dite complémentaire. Je vais vous donner un petit exemple qui sera peut-être un peu plus parlant visuellement. Hop. Alors, ici, l'exemple est une SMQ liée à l'acidose lactique. Alors, c'est un terme qui, on va dire, qui est assez simple. Et comme je vous l'ai dit, on a deux possibilités. Soit les retrouver sous une portée étroite ou les termes qui sont à portée large. Alors, autre petit point que je souligne déjà, c'est la couleur que vous voyez ici. Vous voyez que les termes à portée étroite sont en bleu et ceux à portée large sont en rouge. On va dire, c'est un indice de couleur qui est important parce que quand vous ferez vos recherches au niveau du navigateur, ces mêmes codes couleurs sont présents au sein du navigateur Medra et donc vous pourrez facilement, grâce à la couleur, voir si vous êtes sur une recherche de termes à portée étroite ou à portée beaucoup plus large. Ce qui veut dire que si on part sur une partie plus étroite, vous allez trouver automatiquement ce qui va ressortir de cette recherche, ces trois termes qui seront l'acidose lactique, l'hyperlactacidémie et le taux sanguin d'acide lactique augmenté. Ce qui veut dire qu'à 100%, vous serez sûr de trouver des termes qui ont été codés sous ce vocabulaire. Par contre, vous risquez peut-être de passer à côté de certains éléments qui sont liés aussi à cette fameuse acidose lactique, mais qui se retrouvent sous des socs et des pitiés complètement différents. Donc, cette portée étroite va pouvoir être complémentée par l'ajout de termes à portée beaucoup plus large. Et donc, vous avez vu ici, nous avons une liste beaucoup plus longue, beaucoup plus exhaustive de termes qui vont se rajouter. Et on se dit, OK, ben, potentiellement, je pourrais retrouver nos cas d'acidose lactique cachés dans cette liste-là. Quand vous chargez vos données, vous avez cette liste qui vous est mise à votre disposition. Donc, vous avez toute la documentation qui est livrée lorsque vous faites vos upgrades de dictionnaire. Et puis, alors, vous avez également des informations qui sont mises à votre disposition quand vous cliquez sur le navigateur, qui vont vous dire exactement qu'est-ce que c'est que ce SMQ, quelle est sa définition, quelles sont les sources. Et alors aussi, la partie notes est un petit peu plus dédiée à comment finalement coder, enfin, pas coder, mais comment choisir correctement un SMQ en fonction de mon concept que je veux, et est-ce que finalement ce SMQ acidose lactique correspond réellement au SMQ dont j'ai besoin pour pouvoir réaliser ma requête. Alors, comme je vous ai mis dans le préambule, nous avons différents éléments donc de caractéristiques. Nous avons les portées, mais nous avons la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des algorithmes. Les algorithmes sont évidemment quelque chose qui est très fréquent dans le domaine médical. Et souvent, on pourrait se dire, tiens, finalement, nous avons un événement qui pourrait être associé à des signes et des symptômes, à des valeurs de laboratoire. Et donc, grâce à des algorithmes, nous avons finalement un système de filtres supplémentaires qui va nous permettre d'affiner notre recherche. Et donc, de cette recherche qui, à la base, était soit étroite, à portée étroite ou à portée large, on peut encore la spécifier un peu plus avec des systèmes, justement, algorithmiques qui sont également mis à votre disposition dans l'outil informatique.
Un exemple, par exemple, c'est dans le cas du SMQ réaction anaphylactique, ben, qu'est-ce qu'on voit? Que nous avons donc des termes à portée étroite. Vous le voyez, ben, ils sont en bleu, donc un ensemble de termes. Et à cela, nous allons ajouter des termes qui peuvent être considérés finalement comme des termes à portée large, puisque vous voyez, donc, ils sont bien en rouge, comme je vous l'ai expliqué, mais nous les classons, en fait, ces termes à portée en différentes catégories. Ici, vous avez une catégorie B qui va plutôt se concentrer sur tout ce qui est voie respiratoire, la catégorie C plutôt sur tout ce qui est peut-être plutôt cutané, et puis nous avons une catégorie D plus sur du cardiovasculaire. Et donc, finalement, vous avez cette possibilité de faire un mix et de choisir finalement au travers de votre algorithme les catégories qui, selon la destination que vous avez de vos données, vous jugerez que ce sera important ou pas. Ce que je vous montre ici, c'est juste pour info, c'est vous réexpliquer la même chose, mais différemment, et c'est plus, on va dire, le schéma de construction que les informaticiens ont d'une donnée avec un arbre finalement décisionnel. Ben voilà, nous avons ici notre portée étroite. Est-ce qu'on s'est examiné? Oui. Non, parce que c'est peut-être pas suffisant, donc on va rajouter peut-être un critère et une catégorie. Oui, non. Et voilà. Et donc, c'est ça qui va nous déterminer notre cas à examiner. L'algorithme était une caractéristique, mais sa construction hiérarchique en est une autre. C'est-à-dire que les SMQ peuvent parfois contenir différents niveaux. Alors, à ne pas confondre avec la hiérarchie du coding MEDRA, où on est par exemple avec du LLT, PT, HLT, HLGT et SOC. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même chose. Là, voilà, vous avez un SMQ dans lequel peut être inclus d'autres SMQ qui seront peut-être plus spécifiques. Pour vous expliquer cela, par exemple, nous avons ici le cas de cas, on va dire, de cytopénie qui peuvent être regroupés sur la forme de 4 sous-SMQ. Donc, nous avons en fait des sous-SMQ plus liés à la lignée rouge, à la lignée blanche, à la lignée plaquettaire, ou voire un qui peut reprendre différentes lignées. Et comme vous constatez, ces différents sous-lignées sont en fait en dessous de cette cytopénie d'origine centrale. Ici, nous avons donc notre SMQ, et dans cette SMQ, vous avez des sous-SMQ qui vous permettent simplement d'être plus spécifiques. Donc, vous avez différents niveaux possibles de requêtes et de classification de vos demandes. Alors, si vous voyez mon écran, on peut se dire, oh là là, c'est un petit peu plus complexe ici. Je vous montre ici un SMQ qui est lié aux affections hépatiques. On peut voir ici que nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes donc à 5 niveaux hiérarchiques pour les affections hépatiques. Il existe différents niveaux. À l'heure actuelle, il n'y a pas de limitation du nombre de niveaux hiérarchiques, mais actuellement, dans la construction des SMQ présents dans MEDRA, nous sommes à 5 niveaux maximum. Donc, quand on peut chercher soit un terme qui nous intéresse en étant très vague, très large, en cherchant simplement sous son SMQ central, son SMQ primaire avec affection hépatique, ou alors se dire, non, je veux chercher un petit peu quelque chose d'un peu plus spécifique. Et donc là, par exemple, je pourrais prendre les affections hépatiques d'origine médicamenteuse. Et là, vous avez déjà quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Mais vous voyez que lui-même contient d'autres sous-SMQ. Donc, ça va vous permettre de cibler plus ou moins facilement
votre recherche. Vous vous souvenez tout à l'heure que je vous ai expliqué que nos requêtes, nos termes sont construits sur base des PITI qui vont être à la base de ce concept médical que l'on recherche. Que le LLT est bien présent dans notre base de données, puisque c'est lui qui est le reflet de ce qui a été codé et du terme repris par l'investigateur. Mais en parallèle de ça, on a dit qu'on le gardait quand même sous le coude pour pouvoir nous aider justement à assurer cette transition, cette compréhension d'analyse entre nos SMQ et notre base de données. Je vous ai dit aussi qu'on n'a jamais un LLT qui se balade tout seul dans la nature. Ce LLT est toujours relié à un PITI. Donc, de là, on pourrait se dire, ah ben tiens, sous chaque, finalement, PITI, j'aurai un LLT associé. Eh bien non, ça aurait été un petit peu trop simple. Le LLT va ne se retrouver qu'au niveau de la branche finale, terminale. Et donc, c'est ce que vous voyez. Alors, vous voyez ici ce qui est entouré en jaune. Alors, on va faire l'exercice en suivant la flèche. Donc, nous avons affection hépatique, qui est notre premier niveau hiérarchique. On se dirige vers les affections hépatiques d'origine médicamenteuse, qui est un second niveau. Là, je vais ici sur les hépatiques d'origine médicamenteuse, les graves uniquement. Je vois que, tiens, la branche continue. Et là, on a, par exemple, hépatite non infectieuse. Et, tiens, là, je ne vois rien. Il n'y a rien en dessous de l'hépatite non infectieuse. On voit que c'est un cul-de-sac, ça se termine par là. Donc, le LLT va être simplement présent en bout de chaîne. C'est simplement quand vous serez à la fin de votre dernier PITI que le LLT y sera associé. Le LLT ne sera pas associé là, mais il sera associé uniquement au dernier PITI en bout de chaîne. Alors, on a vu qu'il y avait des niveaux hiérarchiques différents, qu'il y avait des recherches qui pouvaient être plus ou moins larges ou étroites. Mais ce qui est important aussi, comme je vous l'ai dit, on a parlé des versions, ça on va venir juste après, mais on a aussi le statut. Alors, savoir si notre SMQ finalement est toujours actif ou inactif, ça vous le saurez notamment dans l'ensemble des informations qui sont disponibles dans le package que vous recevez lors de l'upgrade, mais quand vous allez sur le navigateur, vous voyez aussi finalement si c'est coché comme étant un SMQ qui est toujours actif ou pas. Alors pourquoi il n'est plus actif? Parce que peut-être il n'était plus nécessaire, on l'a remplacé par quelque chose qui était peut-être plus pertinent, ou est-ce qu'il a été intégré aussi dans un autre SMQ? Donc voilà, ce côté actif-inactif est important, tout comme on l'a pu le voir à l'époque dans la notion de LLT, vous avez des LLT qui sont actifs ou inactifs, et donc en fait, un terme inactif n'est jamais un terme qui va disparaître de votre base de données. Il est simplement mis en veilleuse et il sera toujours mis à votre disposition pour que vous puissiez travailler vos données si c'est nécessaire. Mais quand vous devez faire vos analyses à l'heure actuelle, vous n'utilisez toujours que des SMQ actifs. Sinon, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui n'est absolument pas cohérent et vous n'allez pas nécessairement comprendre pourquoi, donc soyez très vigilants. Alors, les derniers petits mots ici, c'est par rapport justement à la gestion des versions. Et donc, on recommande, et ça c'est primordial, d'utiliser finalement la même version pour le codage des termes que pour celle de SMQ utilisée. Donc, c'est primordial parce que sinon, vous allez peut-être, en extrayant certaines données, vous allez vous retrouver avec des données qui sont manquantes et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Alors, vous allez juste devoir penser, ah tiens, oui, est-ce que j'étais bien dans les mêmes deux versions entre les SMQ et ma version MEDRA? Ça paraît peut-être anodin, mais c'est important. C'est quelque chose qui est peut-être moins courant comme erreur en pharmacovigilance où les upgrades de bases de données se font très régulièrement en essais cliniques. Souvent, ça peut être selon la phase, peut-être une fois en cours de phase ou souvent au moment du lock de la base de données,
quand l'on procède à l'upgrade. Et donc, si en attendant, vous avez quand même une recherche SMQ, faites attention à ça parce que vous pourriez avoir un problème. Et surtout, si la donnée vient peut-être de la pharmacovigilance, qui, lui, utilise une version différente, vous allez vous retrouver avec quelque chose de complètement foireux. Un bête exemple ici, ben voilà, c'est par exemple le cancer à récepteur hormonal positif qui a été rajouté dans une SMQ. Mais si on fait une comparaison entre les deux versions, ben on constate en fait qu'elle n'était pas disponible dans la version 22.1. Dans la version 23.0, oui, donc vous allez vous retrouver avec un terme manquant sans comprendre pourquoi. Je sais qu'on est pour l'instant dans du 28.1, mais comme je vous l'ai dit, les SMQ ne sont pas, comment dire, créés, changés matin, midi et soir, c'est beaucoup plus rare. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec quelque chose de plus parlant comme exemple, avec des versions plus anciennes ici, comme entre la 23 et la 22.1. Je reviens donc à nos changements de version. Donc, comme vous savez, ben, c'est tous les 6 mois. Donc, en fait, ben, la version originelle majeure en mars et en septembre pour la version X plus 1. Ça, c'est pour la version anglaise. Pour la version, on va dire, en langue nationale, ben, c'est toujours 15 jours après que la release se fait. Et souvent, c'est dans les 2 mois que la pharmacovigilance a tendance à faire son upgrade de base de données. Donc, c'est important de réaliser ces changements-là, mais aussi de les documenter. Comment vous le faites, à quelle fréquence. De nouveau, cette notion de documenter l'information est quelque chose de primordial. Je vous l'ai expliqué déjà précédemment. Donc, gardez toujours sous le coude vos process. Les autorités, les inspecteurs de firmes partenaires seront très contents de pouvoir constater que vous êtes rigoureux dans votre manière de travailler. Et donc, bien évidemment, vous devez, quand vous réalisez ces documents, ces upgrades, vous ne le faites pas les yeux fermés. On est là aussi pour vous aider. Vous avez des documents des rapports de version qui sont mis à votre disposition dans les packages de chaque release. Vous avez aussi l'outil NVAT qui est mis à votre disposition, qui vous permet de comparer 2 versions entre elles, que ce soit des versions qui sont consécutives ou des versions qui peuvent être très, très différentes, par exemple de la 23 à la 27. Alors, ça prendra peut-être un peu plus de temps pour chercher, mais voilà, ça vous permet d'avoir cette information qui est mise là, et donc de voir surtout l'impact que cela aura pour vous dans vos recherches. Et donc, je dis, le MVAT, c'est un outil super important et intéressant. Et ça, vous pouvez, pour ça, simplement l'avoir à disposition avec votre licence au travers du site MEDRA. Je dis, c'est gratuit. Vous avez ces différents rapports qui sont mis à disposition, qui indiquent, comme j'ai dit, la différence entre 2 versions quelconques, ce qui est vraiment très important, qui va aussi avoir un impact sur vos données, parce que se dire, OK, vous avez un changement de version, mais c'est la version du dictionnaire terminologique au sein de MEDRA. Après, vous avez ce rapport d'impact entre des versions de vos propres données et voir justement aussi cet historique de changement de votre terme. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant pour vous permettre justement de vous assurer d'être dans la bonne version pour réaliser après vos SMQ de manière correcte et efficace. Alors voilà, de nouveau, l'interface, comme je vous l'ai dit, c'est disponible. Vous pouvez, c'est comme pour le MEDRA coding, pour le MVAT, vous pouvez aussi utiliser avec des versions différentes, des langues différentes, des interfaces. Voilà, possibilité d'avoir recours à l'analyse des stocks primaires, secondaires. Vous voyez, c'est assez complet. Là, ce n'est pas l'objet du webinaire, donc si ça vous intéresse, franchement, cliquez sur le lien qui est mis à votre disposition ici, et ce sera vraiment facile pour vous de le réaliser. Alors, avant d'arriver sur la partie, on va dire, plus technique et en démonstration, comme je vais l'expliquer,
c'est toujours intéressant de se dire que, ben voilà, on a le SMQ, c'est quelque chose de super intéressant, mais évidemment, ça a aussi ses limites. Comme je vous l'ai dit, un SMQ n'est pas quelque chose de spécifique, puisque ce n'est pas limité à un domaine, à un domaine thérapeutique, à une classe de médicaments. Non, c'est en fait, c'est quelque chose qui a été conçu pour être un outil universel. C'est quelque chose qui va s'appliquer à tous et à tout le monde. Donc, le gros avantage, c'est que la recherche de ces données, au travers d'un outil qui est déjà validé, vous ôte une sacrée épine hors du pied. Parce que cette logique de recherche a été validée et elle est surtout répétable. Vous ne devez pas à chaque fois recréer vos requêtes puisqu'elles sont déjà ici existantes. Parce que si maintenant... alors, vous avez, comme on l'a dit, cette possibilité, on va dire, d'avoir des requêtes plus personnalisées. Mais si à un moment, vous vous dites, OK, mon équipe IT est super forte, elle me met à disposition un outil qui me permet de réaliser ces SMQ. Imaginez la tête des autorités qui font un audit chez vous et qui vous disent, et là-bas, comment justifiez-vous le fait que je vous ai demandé de me sortir, par exemple, tous les cas de lupus érythémateux et que vous n'utilisez pas les SMQ qui permettent de les retrouver puisqu'ils sont déjà à votre disposition. Il va falloir quand même que vous argumentiez de manière, on va dire, assez solide ce choix de ne pas avoir utilisé ces SMQ standardisés. En plus, imaginez que si vous les faites à votre propre sauce, à chaque fois, ce n'est plus quelque chose qui est tout à fait reproductible. Vous n'avez pas non plus, vous risquez d'avoir un problème au niveau des versions. Donc, à chaque fois que vous faites une modification, vous devez tenir compte aussi de ah merde, il faut que j'adapte en fonction de ma nouvelle version. Tandis qu'ici, tout est réalisé par cette maintenance finalement de la MSSO. Le JMO, c'est l'équivalent au Japon. Donc, ne vous cassez pas la nénette pour rien. Vous avez un outil à disposition qui est utile, qui est facile d'utilisation et qui a été validé. Malheureusement, comme on l'a dit, ça ne couvre pas toujours tous les sujets. Voilà, certains vont peut-être se rajouter, certains vont être peut-être adaptés. Et comme on l'a dit, et ça on le verra un peu plus tard, c'est qu'au niveau des SMQ personnalisés, vous avez finalement aussi, vous, un rôle à jouer en nous disant, OK, on a dû créer quelque chose parce que vous ne nous apportiez pas la solution au travers de votre SMQ mis à disposition dans le MEDRA. Nous avons développé quelque chose, peut-être que ça pourrait être intéressant pour vous. Donc voilà, les limites de là vont augmenter peut-être les intérêts pour tout le monde. Comme je l'ai dit, tout ce qui est documentation va se retrouver au niveau des fameux fichiers zip que vous allez charger lors de la nouvelle version. Ils sont disponibles sous ce format Excel. Et là, nous avons également un format qu'on appelle le SMQ Spreadsheet. Alors, celui-là, il est assez intéressant parce qu'en fait, c'est une forme de feuille de calcul Excel qui n'existe que dans la version anglaise. Et si vous voulez... Alors, je vais essayer de vous le retrouver pour vous la montrer. Petite seconde.
Voici. Voici. Donc, si on reprend, vous voyez en fait qu'au niveau du document, il y a plusieurs onglets mis à votre disposition. Le premier onglet concerne la hiérarchie. Vous vous souvenez, je vous ai parlé qu'il existait plusieurs niveaux de hiérarchie. Donc, si par exemple, on part sur, tout à l'heure, on était sur les problèmes hépatiques, vous voyez qu'à chaque fois, nous avons la possibilité de dérouler. Et vous voyez ici, à chaque fois, on arrive à un niveau de hiérarchie inférieur. Et comme vous l'avez vu, 1, 2, 3, 4 et 5, c'était bien les 5 niveaux maximum qui étaient mis à notre disposition. Après, nous avons un deuxième socle qui, lui, va être plus au niveau des PT. Et donc, là, en fait, en cliquant dessus, on va prendre un de nouveau, par exemple, l'hépatite disorder, voilà. Là, qu'est-ce que vous avez à votre disposition? Vous avez le PT et son code associé. Et vous avez aussi, déjà, l'information qui va vous dire, OK, nous sommes ici plutôt sur une recherche étroite. Ici, vous aviez le B pour la recherche large. Alors, au niveau du l'onglet suivant, SMQ Summary, c'est simplement certaines informations qui sont reprises de manière, comment dire, qui sont résumées. Voilà, excusez-moi, je ne trouvais plus le mot. Vous avez le code du SMQ, vous avez le SMQ. De nouveau, là, on vous explique si c'est un SMQ sur base portée étroite ou large. Et on vous dit également si vous avez un niveau algorithmique disponible pour ce SMQ. Alors, si vous voyez en descendant, la plupart sont des non et certains sont oui. Donc, je dirais qu'il y en a maximum 10 en tout cas qui sont de type algorithmique. Et alors, à ceci, vous voyez en fait que l'on a, comme je vous ai dit, les catégories possibles que l'on peut associer à cela. Après, nous avons nos termes qui sont considérés comme actifs ou oups, désolé. Voilà. Les termes qui sont donc actifs ou inactifs au sein de votre de SMQ, les PT qui sont actifs ou inactifs. Et puis ici, les codes associés. Et donc là, finalement, ça va être plus quelque chose que vous allez pouvoir, si vous voulez développer quelque chose en interne, vous pouvez là communiquer ce type de tableau à votre informaticien et avec ces codes-là, pourra mettre en place aussi les recherches hiérarchiques ou algorithmiques. Donc, le gros avantage de ce document-là, c'est que, comme je dis, c'est un document qui est prêt à l'emploi et donc c'est facile de les utiliser. On avait vu qu'il y avait les points à considérer, c'est une chose, mais après, on a aussi quand même, pour vous aiguiller, un petit document qui est mis aussi à votre disposition sur le site du MEDRA MSSO, qui est le guide d'introduction au SMQ. Donc, ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui est présent dans le document. Donc, peut-être que le format vous conviendra mieux, peut-être que, évidemment, plus détaillé aussi, parce que ici, c'est une formation, pardon, excusez-moi, qui ne dure que 2 heures. Et donc, ça ne peut pas être aussi complet que le guide là, qui est mis à
à votre disposition. Alors, ce qu'on va faire aussi maintenant, le fichier là que vous voyez, n'en tenez pas compte, c'est simplement un résumé de ce que je vous ai dit plus haut, et c'est plus finalement pour aider vos informaticiens à avoir un petit résumé de la situation et savoir dans quel fichier ils peuvent tirer les différents SMQPT et tout pour réaliser les requêtes ou l'automatisation de cela si vous ne passez pas par le navigateur, mais que vous l'intégrez à votre propre outil informatique. Alors, voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'être sur une partie peut-être un peu plus justement interactive, et on va justement, je vais vous montrer un petit peu au sein du navigateur comment fonctionne cette extraction de données. Mais pour cela, je vais d'abord vous poser une petite question. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser les navigateurs Medra? Ok, donc la majorité d'entre vous ont déjà une idée de ce que c'est que le navigateur Medra. Ils l'utilisent, comme vous le savez, il existe différentes formes. Alors là, je vais vraiment passer rapidos à travers la situation, parce que ce n'est pas intéressant. Donc, comme vous le savez, vous avez plusieurs outils qui sont mis à votre disposition. Ça peut être soit un navigateur qui est présent localement au niveau de votre ordinateur portable, soit ça peut être des navigateurs en ligne. Là, nous avons une version plus, on va dire, une nouvelle version qui vient d'être mise à disposition courant 2025, et la version, on va dire, historique que tout le monde connaît. Après, vous avez un navigateur portable, mais on va dire que ça c'est plus pour du détail, c'est plus, on va dire, pour du dépannage, et surtout, il ne permet pas toutes les mêmes fonctions. Il faut savoir évidemment que dans tous les systèmes, il y a des avantages et des inconvénients. Évidemment, ils sont compatibles tant sur Android que sur Apple. L'avantage d'un navigateur de bureau, c'est que toutes vos données restent, on va dire, à un niveau local, mais à chaque fois, vous devez charger vos données. Et donc, quand il y a un upgrade de dictionnaire, surtout, n'oubliez pas d'en tenir compte, parce que vous devez charger manuellement les données. Le navigateur en ligne, lui, vous économise ce désagrément, puisqu'il le réalise automatiquement. Vous avez la possibilité de choisir directement au sein du navigateur quelle version vous voulez utiliser, tant pour le coding que pour vos SMQ. Donc voilà. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est selon vos besoins, vos préférences. Sachez simplement que parfois, je sais que certaines personnes ont parfois peur en se disant, OK, on charge des données en ligne, mais que deviennent-elles? Non. Le système a été conçu pour qu'une fois que les données sont chargées et qu'un fichier vous est envoyé, les données ont été effacées. Donc, elles ne sont absolument pas conservées. Elles ont été simplement utilisées pour être transformées et vous fournir le fichier dont vous avez besoin. Une fois que vous l'avez, hop, les données ne sont pas conservées. Donc, la partie confidentialité est toujours de mise. Hop, hop, hop. Comme vous le savez, quand vous avez vos navigateurs, vous avez pour cela besoin d'un identifiant et de votre mot de passe, ce qui était nécessaire aussi pour pouvoir assister à la formation. Donc, je me doute qu'au sein de votre organisation, vous les avez, ces identifiants. Et dites-vous aussi que cette navigation vous permet de coder, mais également aussi justement de rechercher au sein de la section SMQ. Vous pouvez le faire en anglais, en français, dans n'importe quelle langue qui est, on va dire, mise à disposition par le MSSO. Et voilà, vous avez la possibilité de sauver vos données, de les exporter. Pas mal de petits outils donc mis à votre disposition.
Quelque chose d'intéressant aussi pour ceux qui ne le savent pas, c'est la version dite supplémentaire. C'est en fait, quand vous avez une version... attends, ça, c'est plus simple pour ceux qui n'ont pas vu. Hop, je vais me reloguer. Voilà. Donc, actuellement, donc, vous voyez que nous sommes... Voilà. Vous voyez que la release est la version, en fait, qui est actuellement disponible. Ici, nous sommes en 28.1. Nous avons la possibilité d'avoir une vue supplémentaire. Vous voyez les temps rouges. Cette version supplémentaire est en fait les termes qui vont être présents dans la prochaine version, donc dans la 29.0, et donc qui sont validés progressivement avant leur release. Donc vous avez déjà, on va dire, un petit aperçu de ce qui sera mis à votre disposition, et vous pourrez vous dire, tiens, tel ou tel terme va apparaître. J'essaie de trouver, parce que parfois, évidemment, c'est toujours quand on cherche. Vous avez donc, voilà, vous savez toujours dérouler. Et alors, en fait, au niveau de la légende, vous allez voir un terme qui est entouré en vert pointillé. Et là, ce sont le terme qui sera présent lors de la prochaine release. Donc, voilà, c'était simplement pour vous le montrer en direct que vous avez cette possibilité déjà d'avoir un petit avant-goût de ce qui existe. On pourra évidemment, au travers d'un navigateur, justement réaliser ces recherches et ces analyses SMQ. Et je pense qu'une petite démo est parfois plus intéressante qu'un long discours. Alors, avant justement de se lancer dans la démo, je voulais savoir si jusqu'à présent c'était clair pour vous, en tout cas sur le concept justement de SMQ. Donc, je présume que si vous ne me répondez pas, je vais prendre ça pour un oui, que c'était clair. Mais vous pourrez revenir sur votre choix après, et s'il y a un moment où il y a quelque chose que vous voulez clarifier, n'hésitez vraiment pas à le faire. Alors, je vais vous montrer le navigateur. Hop, voilà. Je reviens sur ma page. Voilà. Vous connaissez la page standard, donc nous avons la possibilité de choisir donc, les langues. Ici, je vais les mettre. Nous sommes en français pour la formation, je vais choisir en français. Nous pouvons choisir la version, et vous avez ici, nous sommes en vue de navigation SOC, donc pour le codage. Nous avons donc cette possibilité, comme je vous l'ai dit, d'avoir une vue SMQ pour pouvoir réaliser justement ces recherches. Vous voyez que globalement, la présentation est excessivement similaire entre la vue codage et la vue SMQ. Vous vous souvenez qu'on a parlé d'afficher les termes qui sont périmés ou inactifs. Donc, on a cette possibilité qui est mise ici à notre disposition. Alors, on va faire un petit exercice. Donc, on va prendre par exemple ici un événement. Je vais simplement vous dérouler les événements. Oui, nous sommes ici. Bon, je l'ai peut-être mal choisi parce qu'il est long. On va prendre du biliaire.
Donc, vous vous souvenez, nous avions donc un SMQ qui est ici est un sous-SMQ de notre affection biliaire. Donc, affection biliaire et un sous-SMQ, affection biliaire infectieuse. Donc, on est à un second niveau de hiérarchie. Vous vous souvenez du bleu, c'est pour un événement qui est à portée étroite. Et ici, il n'y en a pas à portée large. Peut-être. Donc, quand vous avez un doute sur la signification d'une couleur d'un événement, n'hésitez pas à simplement aller un tout petit peu plus haut. Et ici, vous voyez, à côté de description des concepts, vous avez légende. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez l'information. Voilà. Donc, ici, par exemple, en bleu tout seul, nous sommes sur une recherche étroite et le terme est donc c'est actif. Quand il est en bleu mais entouré de rouge, nous sommes donc sur une recherche étroite, mais il n'est plus d'application, il est devenu inactif. Quand le terme est en rouge, nous sommes sur une recherche large. Donc, quand vous avez besoin de cette information, vous n'hésitez pas. Vous voulez continuer à avoir plus d'infos. Bon, les joies de l'informatique. Ça charge. Ah, voilà. Vous voyez, tantôt, on parlait de l'acide lactique, vous vous souvenez. Et là, on voit clairement ici en bleu, donc on est sur une recherche étroite, et en rouge, une recherche large. Vous cliquez sur le terme, et vous voyez toute l'information ici qui apparaît concernant le document. Donc, vous savez quel est le code, dans quel SMQ il se trouve, si on est sur du large, ou pas, si on est éventuellement dans une sous-catégorie. Comme on a vu, quand on est en large, on a la possibilité justement, éventuellement en algorithme ou pas, si ça existe, d'avoir des catégories. Et donc là, on a des catégories qui sont présentes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est si l'on clique droit et que l'on met sur afficher, ouvrir les détails, voilà. Vous avez ce que je vous ai montré tout à l'heure, les informations liées justement au descriptif de SSMQ, l'origine, des notes éventuelles pour vous aider à comprendre quel est l'SMQ qui correspondra le mieux à votre besoin. Vous avez aussi la possibilité d'exporter le SMQ, donc simplement un clic droit, exporter. Là, de nouveau, vous vérifiez bien donc la version, on vous dit quel est son code. On vous demande est-ce qu'on inclut les PT inactifs ou pas. Non, on n'en a pas besoin pour notre analyse. On clique simplement sur le bouton exporter et vous avez un fichier qui apparaît. Et là, de nouveau, ce fichier reprend l'ensemble des informations. Il vous dit, voilà, c'était les SMQ ici en français qui contiennent les PT inactifs, dans ce cas-ci, c'est non, qui reprend l'ensemble du SMQ acide lactique avec le code, le PT. On sait si on est sur du large ou sur de l'étroit et quelles sont les dernières versions qui ont été
qui ont subi les modifications, les adaptations pour ce SMQ. Alors, je vais continuer la démonstration. Je vais fermer ici. Donc, vous avez vu, on a cette possibilité justement d'extraire les données de cette façon-là. Ce qui est intéressant, donc ça c'est ce que je vous ai montré ici, navigateur. Ça, c'est finalement extraire des données SMQ standard terminologiques. Ce qui était encore plus intéressant pour vous, c'est d'extraire vos données de votre propre base de données. Vous avez la possibilité de charger l'information. Pour ça, il vous faut utiliser un format Excel et respecter certaines directives telles que une colonne liée à l'identifiant, au terme utilisé, au code et au cas lui-même. Donc, c'est par exemple le patient ou l'événement, mais de façon en fait à pouvoir justement vous permettre de retrouver l'analyse quand c'est algorithmique et se dire tiens voilà, est-ce que c'est une sous-catégorie ou pas, est-ce que c'est un symptôme, est-ce qu'on en tient compte ou pas. Ici, vous allez voir, c'est une petite base de données pour l'exemple, 33 lignes. On peut aller jusqu'à plus de 100 000 lignes environ, je pense, ou 100 000 lignes. Donc, vous avez quand même déjà de quoi travailler et faire avec 100 000 lignes. Alors, pour ce faire, je vais aller directement dans l'outil. Hop. OK. Donc, on est bien dans le SMQ. Et ici, ce qu'on va faire, c'est télécharger des données qui vous appartiennent. Donc, cette micro-base de données que je vais utiliser. Ce que l'on va faire, c'est cliquer sur « Analyse par SMQ ». C'est très facile, c'est très intuitif. Vous n'avez qu'à suivre étape après étape. Vous avez le choix de la langue, la version utilisée pour votre SMQ et déterminer si vous êtes sur une recherche étroite, large, voire algorithmique. Vous avez aussi la possibilité de choisir un SOC. Le SOC sur lequel... La base de données a sauté, désolé. Le SOC sur lequel vous voulez peut-être travailler de manière... le SMQ sur lequel vous voulez travailler de manière peut-être plus spécifique. Alors, on pourrait se dire, c'est peut-être un peu étrange, un peu contradictoire de devoir choisir un SMQ. Donc, gardez en tête, et vous l'avez très bien souligné tout à l'heure, que souvent le SMQ est utilisé pour retrouver tout ce qui est signal detection. En brassant, on va dire, large, nous allons être certains de pouvoir ramener un certain nombre de termes qui peut-être n'auraient pas été pris en considération. Et ça permet, on va dire, déjà d'avoir une petite vue, d'anticiper certains problèmes. Parce qu'évidemment, un avantage de Medra, c'est d'être très précis, mais en même temps, en étant très précis et détaillé, ça aussi comme inconvénient de diluer les signaux. Tandis qu'ici, en augmentant justement le nombre de paramètres, on va pouvoir trouver nos SMQ et nos signal detection de manière plus affinée en les regroupant. Donc ici, comme on choisit de prendre l'ensemble, on ne fait rien, on sélectionne. Alors, hop, on me dit suivant, très bien, je fais ce qu'on me dit. On récapitule en me disant, ok, n'oubliez pas que votre petite base doit contenir la ligne avec l'ID, le terme pour le PT, le code et l'identifiant du cas. On l'a fait. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre une base de données qui a déjà été notre petite base en français. Suivant. Alors, ça tourne. Et là, message d'erreur, validation des données. Et là, qu'est-ce qu'on me dit?
que le code du terme est soit incorrect, soit n'existe pas dans la version de départ de Medra. Là, je l'ai fait exprès. Pourquoi? Parce que, donc, je referme. Nous sommes ici en version 28.1 et la base de données que je vais utiliser est une 28.0. Donc, vous avez vu que c'est vraiment crucial de respecter les projets de santé, la bonne version. Et surveillance des médicaments. C'est ça. Ah oui, sur les médicaments. Oh là là, faut prendre... Moi, j'apprends rien, c'est off. Sarah, can you Moi, je suis un peu mute, désespérée. please? C'est tellement... Sarah? Yes. OK, thank you. Donc, voilà. Donc, vous avez vu que l'importance de la version va induire justement un problème au niveau de la production de notre listing. Donc, ici, on est en 28.0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas très grave, hein. Je relance ma recherche, mais en tenant compte que nous sommes en version 28.0. Je relance simplement mon analyse. Hop. 28.0. On va faire une recherche élargie. On ne choisit pas de SMQ particulier. Hop, mon petit fichier. On le reprend bien en V28.0. Ça tourne, ça tourne. Et là, vous voyez, le fichier sort, pas d'erreur. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez que notre fichier va résumer l'information. Donc, nous avons donc ici, nous sommes en version 28.0 sur une recherche élargie et ce sont tous les SMQ qui ont été sélectionnés. On peut voir différentes colonnes qui vont reprendre notamment le terme et les TPT, quels sont leurs codes, les SMQ qui correspondent à ces choix de PT. Si on est sur une recherche large ou étroite, les catégories, et voir si finalement on est sur parfois des SOC de plusieurs niveaux, comme on l'a vu notamment avec les SOC hépatiques, mais c'est également valable pour d'autres SOC, bien évidemment. Si par exemple ici, on prend l'exemple de la distension abdominale, on constate en fait que notre SMQ est double. Ça veut dire que notre terme en fait va être présent tant dans la distension abdominale, est un PT qui va se retrouver tant dans le SMQ symptômes intervention thérapeutique gastro-intestinale non spécifique, mais également dans le SMQ pancréatite aiguë. Si on avait choisi une recherche plus restreinte, peut-être qu'un seulement ne sera apparu, voire peut-être aucun des deux. Alors, pour continuer sur cet exercice-ci, ce que je vais faire, c'est placer des filtres et regarder au niveau du SOC, enfin du SMQ correspondant. Je choisis ici, je vous explique pourquoi le lupus érythémateux, c'est parce qu'en fait, le lupus a aussi un SMQ algorithmique, et donc ce sera pour vous montrer après l'exemple avec l'algorithme. Là, qu'est-ce que l'on constate? On constate que finalement, nous avons au niveau des SMQ lupus érythémateux, nous avons plusieurs PT dans notre base de données qui sont en lien avec ce SMQ. L'arthritis lupique, l'hémolyse, néphrite auto-immune, etc. En déployant notre fichier, nous constatons que un
est en recherche étroite, donc le premier, l'arthrite lupique, et les autres sont en large. Ce qui veut dire que si vous aviez commencé à faire une recherche étroite, vous seriez passé à côté de ces autres termes. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, entre différentes spécificités et sensibilité. On constate que là, nous avons un patient, le patient numéro 13, pour le premier cas, puis qu'après, nous avons le même patient qui est le patient 14, lui va avoir 3 événements, et après, nous avons aussi le patient numéro 15. Donc, ici, notre SMQ nous a permis de déterminer que nous avions, grâce à cette recherche étroite et large, pu retirer un certain nombre de PT différents et déterminer s'ils étaient larges ou étroits, et surtout, font-ils partie de un ou plusieurs cas différents. Et ici, nous avons donc plusieurs cas, puisqu'il s'agit du patient 13, du patient 14 qui présente 3 événements, et puis le patient 15. Maintenant, on va faire un peu l'exercice. Je vous ai dit justement, l'intérêt du lupus, c'était d'avoir justement un cas d'événement algorithmique, de recherche algorithmique. Donc, on refait le même exercice. On est sur notre analyse par SMQ. On veille bien de nouveau avoir du 28.0. Et donc là, on recherche sur une recherche algorithmique. De nouveau, je ne change absolument rien du tout à mon système. Hop. Mon tableau n'a pas changé depuis tout à l'heure, donc je vais pouvoir le charger. Voilà. Il charge. Pas de bug, donc tout était bon. Et là, vous voyez déjà la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que déjà le nombre de cas est beaucoup plus restreint. Tout à l'heure, nous étions sur une recherche étendue, large, et donc il y avait beaucoup plus de PT qui étaient montrés. Ici, le nombre a déjà considérablement diminué. Si maintenant, nous faisons, ils sont regroupés déjà ici, nous voyons nos cas de lupus. On en a perdu quelques-uns par rapport à tout à l'heure. Et on était, je pense, à 8 cas, quelque chose comme ça. Là, nous ne sommes plus qu'à 4. Et là, qu'est-ce que nous constatons aussi? Que le nombre de patients a changé. Nous étions à 3. Vous vous souvenez, il y avait le patient 13, 14 et 15. Et ici, finalement, le 15 n'apparaît plus. Donc, en jouant avec les variables algorithmiques, c'est un moyen également de peaufiner votre recherche et de cibler l'information qui va être extraite selon ce que vous recherchez exactement à mettre en avant ou à surveiller de manière plus efficace. Donc, voilà. Ce que je vais faire, je vais retourner à la présentation. Bon. La présentation ici, voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, la petite base de données, où donc là, on était sur la partie algorithmique. Et voilà. Donc, c'était quand même plus simple de voir l'exemple. Le dernier point ici, finalement, c'était comment obtenir ces systèmes de requêtes. Voilà, vous avez la possibilité soit de le faire à partir, comme on l'a vu tout à l'heure, du SMQ spreadsheet qui est à votre disposition, mais qui est uniquement en anglais. C'est soit utiliser des listes déjà toutes prêtes, utiliser le navigateur, où là, vous avez soit l'export qui est possible au niveau du SMQ lui-même, ou travailler au niveau de l'analyse du SMQ, et vous devez jongler, recherche étroite, large, algorithmique, tenir compte de éventuellement
peut-être de PT inactif ou de SMQ inactif si vous comparez peut-être certaines versions entre elles. Voilà, ça c'est libre à vous. L'option 4, je dirais qu'elle est plus liée à l'usage des informaticiens où là, vous leur fourguez la patate chaude avec les fichiers qui sont mis à votre disposition et vous pouvez faire programmer cette recherche. Mais de nouveau, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas que quand vous n'utilisez pas le navigateur, vous êtes vous subissez le risque potentiel d'erreur parce que vous n'avez pas mis à jour le système, ça n'a pas été validé. Donc, en cas d'audit, peut-être un problème. Donc, réfléchissez-y souvent à 2 fois. Alors, on va parler peut-être juste finalement de l'application de ces SMQ. Comme on dit, on l'a vu et vous l'avez très bien répondu tout à l'heure, on l'utilise essentiellement dans les outils de tout ce qui est signal detection. Au début, c'est vrai que c'était utilisé fort en partie post-marketing, mais progressivement, on s'est rendu compte que c'était aussi excessivement utile en phase de développement clinique. Alors, on pouvait déjà surveiller un certain nombre de données qui sont générées tout au long de l'étude et on essayait finalement de réaliser une sorte d'aperçu de screening de cas qui potentiellement pourraient être sujets à risque. Donc, le SMQ, oui, en essai clinique, c'est vraiment plus à titre exploratoire. On tâtonne, on essaie de mettre en évidence, et puis au plus vous aurez vos données, au plus évidemment, les signaux seront précis ou seront confirmés ou infirmés. Après, en phase de post-marketing, c'est l'usage, on va dire, le plus fréquent vous êtes là pour finalement pour surveiller, pour générer une alerte par rapport à un cas, à un sujet particulier, à quelque chose, un événement sous surveillance. C'est utilisé évidemment lors de la réalisation de vos rapports périodiques de OPSUR. Les autorités évidemment ont tendance à recommander l'utilisation de ces SMQ. Et comme justement la façon de pouvoir les utiliser, le ICH va recommander de les utiliser dans ses rapports périodiques. Ce n'est pas uniquement les autorités, mais c'est aussi le ICH. Et certains chapitres, justement, vont être pleinement dédiés à certains paramètres. Par exemple, je ne sais pas moi, en essai clinique, vous constatez qu'un produit n'est pas si efficace que ça. Bien, vous avez un SMQ dédié à ça. Et ce qui est très intéressant, justement, dans votre phase de développement clinique. Alors, avant de parler juste en 4e vitesse des éléments de requête personnalisée, on va juste mettre au travers de deux petits exemples des scénarios qui reflètent l'importance des SMQ. Alors, la première, c'est vous êtes dans une société et elle est responsable de développer un nouveau traitement antifongique, notamment dans les cas de mycose inguinale. Donc, ce qu'on va vous demander de faire ici, c'est en tant que responsable de pharmacovigilance, c'est par exemple de lancer régulièrement une recherche au travers de SMQ pour déterminer si finalement certains effets secondaires ou événements indésirables sont apparus. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Que vous avez l'élargir sur le dos, parce que c'est quand même une étude qui va durer 8 ans et qui est budgétisée à hauteur de 1,2 milliard de dollars. Donc, on n'a quand même pas trop intérêt à se viander. Et au cours de cette analyse et de cette veille, on constate que finalement, il y a déjà 5 cas d'anémie hémolytique
qui sont survenus. Ce qui est un petit peu embêtant, parce que dans le cas d'une mycose inguinale, ben, finalement, c'est un événement qui est quand même jugé sérieux pour ce type de traitement. Et donc, la décision, à un moment, va devoir se prendre. Est-ce que finalement, moi, en tant que responsable de pharmacovigilance et au travers de mon rapport, je vais conseiller ma hiérarchie, mais de quelle façon? Et donc, c'est vrai qu'on a 5 cas, on peut se dire que 15 cas, 5 cas sur 1000 patients, ce n'est pas énorme, mais vu le côté excessivement sérieux de l'événement qui survient, il faut en tenir compte. Et donc là, ben, finalement, le risque-bénéfice ayant été jugé vraiment défavorable, surtout dans le cas d'une mycose inguinale, en tant que responsable de pharmacovigilance, je vais recommander l'arrêt du développement du produit. Et là, ben, la direction a décidé de me suivre et elle arrête le développement. Et là, ben, finalement, ben, je n'ai pas été blâmé parce que j'ai empêché de développer un produit qui allait peut-être rapporter des sous. Mais non, au contraire, j'ai évité d'exposer des patients à un risque potentiellement dangereux. Mais en plus, ben, si en cours de route, ben, mon médicament n'allait soit pas être approuvé par les autorités, voire être retiré du marché, je n'étais pas avancé et donc finalement on avait perdu du temps et de l'argent. Donc finalement, cette analyse a permis finalement ben, de juger du risque-bénéfice, ce que finalement toute personne au sein de la pharmacovigilance fait, et la décision a amené à l'arrêt du développement. Un autre exemple est qu'on va développer par exemple un produit de classe thérapeutique et là on constate finalement aussi un certain nombre d'effets secondaires dans sa phase de développement, de l'hypertension et de l'angioédème. Alors ce sont des effets secondaires qui sont certes fâcheux, mais au vu du profil global à la fois de l'étude, des patients, on continue à investiguer régulièrement, et on fait cette veille mensuellement ou trimestriellement, et là, on se dit, bon, on a besoin de données pour faire notre balance risque-bénéfice. Et on prend le risque de lancer, en se disant, parce que tout au long de notre investigation, ben, on s'est dit, ben, finalement, ben, on a eu beaucoup de données, et il apparaît que le traitement est relativement fiable et que les cas on va dire d'hypertension et d'angioédème, finalement, soit n'étaient pas liés au produit ou soit finalement n'étaient plus jugés sérieux. Et donc là, qu'est-ce que ça nous a permis finalement? Ça nous a permis de continuer le lancement, le développement du produit. On était face à des concurrents qui aussi développaient leurs produits. Donc, si on avait stoppé, ben, peut-être que d'autres auraient pris la relève et donc ben, on aurait perdu la course à l'enregistrement. Et là, ben, finalement, en ayant analysé les données, en ayant fait cette balance-là, en étant proactif suffisamment tôt en phase clinique, on s'est dit, OK, j'ai suffisamment de données qui me permettent de lancer mon enregistrement. Et au fur et à mesure de mon produit mis sur le marché, on continue à collecter les données et on constate que finalement, ben, l'analyse que l'on avait faite en phase clinique s'est révélée être la même en phase post-marketing mise sur le marché. Et donc, nous avions des données qui étaient excessivement rassurantes et le produit a pu être lancé. Et donc, nous avons été félicités de notre bon travail. Alors, le temps file. Il nous reste encore une petite dizaine de minutes où là, je vais essayer de vous parler rapidement de tout ce qui est recherche personnalisée. Donc, actuellement, les SMQ sont standardisés. Ce sont des recherches, des requêtes qui ont été validées et qui contiennent un certain nombre d'événements qui ont été, comme je l'ai dit, validés et dont les liens ont été faits. Mais il arrive évidemment que soit vous ne trouviez pas la SMQ qui correspond à vos besoins, et donc ben, vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'utilise quand même?
ou est-ce que j'essaie d'en créer une moi-même, ou alors éventuellement je la bidouille un petit peu pour pouvoir la rendre utilisable en fonction de mes besoins. Et donc, c'est vrai, ce qu'on a tendance à faire, c'est on se dit, OK, je vais construire un petit peu la mienne. Faire quelque chose, un petit produit maison. Alors, on peut avoir de très bonnes raisons de le faire, mais comme je vous l'ai dit, gardez toujours à l'esprit que les autorités peuvent vous tomber sur le dos et vous dire, mais pourquoi avez-vous adapté cette SMQ? Il va falloir vraiment avoir un très bon argumentaire. Alors, vous en aurez peut-être de très bonnes. Rajoutez, par exemple, un certain nombre de PT pour continuer, on va dire, à étoffer le SMQ. On ne vous le reprochera pas parce que vous étiez un peu plus large, mais ce n'est pas grave. Par contre, enlever certains événements qui pourraient peut-être être jugés par les autorités comme étant un moyen pour vous, firme pharmaceutique, d'éviter la détection de signaux qui ne sont peut-être pas, on va dire, très dangereux pour les patients, mais sciemment, vous, on va dire, vous masquez une partie de l'information pour peut-être éviter de perdre un enregistrement. C'est un peu con. Donc, faites quand même vraiment attention. Donc, quand vous réalisez ce genre de choses-là, vous pouvez le faire, mais n'oubliez pas que ça rendrait évidemment non standard et que toute modification, c'est un peu comme le copyright de tout à l'heure, vous pouvez l'utiliser, mais il faut aussi que si vous modifiez le document, on puisse voir clairement que ce n'est plus un document du SMQ, mais c'est une SMQ qui est adaptée. Et donc, vous devez clairement le faire identifier, mais en plus, évidemment, vous devez toujours le documenter. Je reviens toujours avec cette notion de documentation. Ça paraît peut-être bête, mais de nouveau, voilà, vous devez expliquer et justifier pourquoi et expliquer tout votre cheminement. Pas uniquement parce que, tiens, je me suis dit que ce serait plus sympa de rajouter ou d'enlever tel terme. En plus, n'oubliez pas que quand vous adaptez une requête, une SMQ, vous risquez évidemment de perdre la cohérence et que donc c'est vous qui êtes responsable, ce n'est plus la MSSO, tout ce qui est mise à jour lors des changements et tout, ce n'est plus à la MSSO qu'incombe ce rôle, c'est à vous. Donc c'est quelque chose aussi qui peut être très lourd. Et voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le manque d'efficacité, qui est souvent une SMQ présente dans le système, elle peut être adaptée parce qu'il faut qu'elle corresponde aussi à votre produit étudié. Mais, comme je vous l'ai dit, faites vraiment, vraiment attention à cela. Donc, quand on construit une query, ce n'est pas uniquement se dire « Oh tiens, je me lance comme ça ». Il faut aussi avoir à la fois les compétences médicales pour comprendre tous les concepts, les symptômes, les différents éléments qui peuvent être reliés entre eux, ça c'est une chose. Ça nécessite aussi peut-être une réorganisation de la structure, tant hiérarchique au sein du MEDRA, mais également aussi de votre système informatique. Donc, faites super attention. Si vous faites des modifications, tenez quand même compte aussi des éléments de référence dans vos points à considérer, qui restent des éléments, on va dire, standards, mais si vous les adaptez, tenez compte quand même des considérations générales. Et voilà. Et donc, si vous voulez, sur ces données et création de requêtes, ça peut être vu aussi au sein d'un autre webinaire, parce que malheureusement, on ne sait pas toujours tout faire en même temps. Donc, oui, c'est intéressant, mais faites attention. Et je dirais que le dernier point, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, au début, la MSSO n'avait rien produit. C'était uniquement du codage, puis après, c'est devenu aussi cette partie SMQ. Des structures telles que le Science et d'autres firmes se sont joints à l'aventure pour créer justement ces SMQ. Donc, si vous, un jour, vous créez vos SMQ parce que c'est quelque chose que vous jugez nécessaire, que c'est quelque chose de pertinent, pourquoi ne pas aussi les proposer finalement au MSSO, et on sera peut-être intéressé, on se dira, tiens, oui, finalement, ce n'est pas bête, peut-être qu'on va l'incorporer dans un autre SMQ, peut-être qu'on va créer une nouvelle SMQ. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas parce que vous le créez
que ça ne pourrait pas nécessairement être utilisé par d'autres. Ben voilà, donc nous arrivons vraiment à la fin de notre exposé. Ben, le but d'aujourd'hui, c'était de parler vraiment de SMQ. On a abordé les caractéristiques, leur utilisation, les documents de référence. Et ici, je viens d'aborder un petit peu la personnalisation éventuelle, mais à prendre avec des pincettes. Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou d'avoir accès aux différents navigateurs, vous le savez, vous avez tous les liens ici qui sont à votre disposition pour pouvoir le faire. C'était le dernier webinaire de l'année dans le cycle de formation. Si vous souhaitez, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas encore fort familières avec le MEDRA, donc si vous souhaitez rejoindre des formations, allez-y à partir de généralement février-mars. Vous aurez les formations qui vont commencer à débuter avec différents. Donc, allez chercher votre petit bonheur dans les formations et ce sera avec grand plaisir qu'on s'y retrouvera. Je ne sais pas comment vous avez lu l'info pour cette formation. Si ce n'était pas par le groupe WhatsApp, franchement, je vous demande de scanner le QR code pour rejoindre. Je ne vais pas essayer de vous vendre un abonnement téléphonique ou énergétique. Le but, ça va être de vous informer des prochains webinaires, mais aussi de toute information. Il y a parfois des échanges intéressants qui se font aussi sur d'autres WhatsApp en d'autres langues. Et donc, c'est le moyen aussi pour moi de vous partager l'information. Il y a parfois des questions, justement, émises par certains d'entre vous. Donc voilà, n'hésitez pas. En plus, on grandit, en plus, on sait aussi finalement répondre à vos besoins parce que vous êtes là aussi pour suggérer au travers de ça certaines attentes ou certaines questions. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit, au début, vous aurez votre certificat dans les 2 jours et vous pouvez le télécharger. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions-réponses, mais en tout cas, déjà, un tout grand merci. Mon adresse mail au niveau du MSSE est là, nicolas.thierry@medra.org. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter si vous avez besoin. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Sarah de libérer à nouveau les micros, parce qu'il y avait 2-3 personnes qui ont été un peu turbulentes derrière. Non, je rigole, mais voilà. Et comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser oralement, ça sera plus sympa. Sarah, can you please unmute again? Yes. Voilà, vous avez la parole si vous avez envie d'avoir la parole. Voilà, les micros sont libres, donc voilà, j'espère que tout a été clair ou pas. Vous avez tous les documents. Oui, merci beaucoup. C'était très, très clair. Merci. Merci à vous d'avoir pris le temps de participer. Et donc, voilà, la formation sera disponible et n'hésitez pas à la suivre s'il faut. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et normalement, vous allez recevoir, d'ici sans doute, à mon avis, dans les heures qui suivent ou peut-être les jours qui suivent, vous allez recevoir sans doute une enquête de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre en toute transparence parce que voilà, moi ça fait seulement depuis le début de l'année que je suis membre du MSSE, donc vous avez eu sans doute François, que vous avez peut-être connu, qui a travaillé là pendant des années, donc voilà, il y a peut-être des choses que je dois d'office aussi améliorer, et donc toute remarque est prise en compte et est importante pour que je puisse vous prodiguer par la suite le meilleur des formations qui vous correspondent. Et si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas. Plus interactif ou autre et tout, c'est important que moi je puisse le relayer aussi en interne. Ou si vous dites certains slides sont quand même fort répétitifs d'une formation à l'autre, je peux le comprendre. Donc voilà, mais comme ça, je peux relayer. Super, bonne journée. Merci, très bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir. Merci. Thank you. Thank you. Merci, bonne présentation. Merci, très bonne journée. Sarah, I think you can stop it.